Merci à tous d'être présents. Et donc aujourd'hui, nous allons avoir deux orateurs sur le sujet de la couleur dans les verres. Donc, je suis Mathieu Lancry, Université Paris-Saclay. Je ferai office de modérateur donc aujourd'hui. Et vous pouvez m'envoyer des questions sur le chat et je me permettrai comme ça de les poser aux deux orateurs à la fin de la session. On a donc, je disais, deux orateurs. On va commencer par Wilfried Blanc de l'Université de Nice et puis ensuite on aura Georges Calas de l'IPMC pour un total d'environ une cinquantaine de minutes, suivi de quelques minutes de questions aux orateurs. Bah, écoutez, je vais passer la main donc au premier orateur, Wilfried Blanc de l'Université de Nice, qui va nous faire un premier exposé introductif sur la couleur dans les verres. Ok, merci Mathieu et bonjour à tous. Donc effectivement, comme l'a dit Mathieu, ça va être un exposé donc, sur le thème verre et couleur. Alors plutôt un premier exposé, donc un exposé introductif assez généraliste. Et vous voyez, donc plutôt que de choisir comme titre pour cette présentation le verre coloré, j'ai préféré choisir voir le verre en couleur. Alors évidemment, il y a un petit clin d'œil à voir la vie en couleur. Vous voyez, oui, voir la vie en couleur. Et après, donc l'objectif, c'était aussi de remettre au centre, enfin de remettre en avant le côté perception de la couleur. Parce que la couleur, c'est une notion qui est extrêmement complexe et donc ça va faire en fait l'objet du préambule de cette présentation. Et après, dans une deuxième partie, je détaille, enfin, je ferai un petit catalogue, on va dire, des différents moyens dont on dispose pour modifier la coloration de ces verres. Alors, je vais commencer par un truisme. La couleur est évidemment présente, omniprésente. Sitôt qu'il y a de la lumière, on voit de la couleur. Pourtant, on voit certaines phrases, un peu de provocation, qui disent que la couleur n'existe pas. Alors, derrière cette provocation, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc le cheminement suivant, c'est que si on regarde comment est-ce qu'on va réussir à percevoir de la couleur, donc, à la base, on a de la lumière, une source de lumière avec différentes longueurs d'onde, donc un rayonnement avec différentes longueurs d'onde qui vont interagir avec un objet. Certaines de ces longueurs d'onde vont donc ensuite arriver au niveau de l'œil. Au fond de l'œil, vous savez, donc on a les fameux cônes ou les bâtonnets. Alors les bâtonnets qui vont plutôt être sensibles à l'intensité lumineuse, donc pas utile pour la perception des couleurs. Par contre, on a les cônes qui, eux, sont sensibles dans le bleu, dans le rouge ou dans le vert. Alors, on les appelle bleu, vert ou rouge, mais on voit que leur domaine de sensibilité est bien plus large que simplement le bleu, le vert ou le rouge. Si on regarde par exemple le rouge, il est plutôt maximum vert dans le jaune, et après, effectivement, on a quand même de la sensibilité aussi dans le vert, voire un peu dans le bleu. Mais donc, c'est ces différents photorécepteurs qui vont réagir à l'onde lumineuse incidente et qui vont envoyer une information qui va, à ce moment-là, être traitée par le cerveau comme une couleur. On voit donc que si on cherche un sujet qui est pluridisciplinaire, la couleur s'y prête totalement, parce qu'on on va traiter aussi bien de la physique, de la chimie, tout ce qui est biologie, physiologie, etc. Après, il y a toute l'interprétation de la couleur. Et puis, il y a évidemment aussi tout le côté culturel qui est lié à la couleur. Il ne suffit pas seulement de l'apercevoir. Après, on va avoir il y a un aspect culturel important. Et par rapport à cet aspect, si vous êtes intéressé, je vous encourage vivement à lire tous les ouvrages de Dominique Pastoureau qui sont vraiment passionnants par rapport à ces aspects-là. Donc, voilà, donc la couleur peut, comme c'est une interprétation par le cerveau, évidemment, ça peut donner lieu à de très nombreux débats. On peut ne pas s'en sortir pour savoir quelle est la couleur exacte d'un objet. Alors, pour essayer de rationaliser un peu tout ça, on va avoir recours à la colorimétrie, dont le but va être d'essayer de passer de la mesure physique à la perception des couleurs. On est capable de mesurer un spectre de lumière émise par un objet. Maintenant, il faut essayer d'anticiper quelle va être la couleur à partir de ce spectre. Donc, c'est le rôle de la colorimétrie. Alors maintenant, une couleur, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est établi à partir d'une teinte, d'une saturation, d'une luminosité. Ce qu'on appelle la teinte, ce qui est la teinte, c'est ce qu'on appelle habituellement la couleur, c'est le bleu, vert, rouge, etc. La luminosité, on comprend que c'est plus ou moins lumineux. Si c'est peu lumineux, c'est assez obscur, noir. Et la saturation, c'est on va dire, le degré de présence d'une couleur, ou d'une teinte, pardon, par rapport aux autres teintes. Donc une teinte qui est une couleur qui est désaturée, c'est que toutes les teintes sont présentes à peu près au même niveau, donc on va avoir quelque chose qui va être assez grisâtre, comme on peut le voir par exemple ici.
Et donc après, quand vous voulez vous régler les couleurs avec des logiciels, hein, Photoshop, GIMP, etc., vous avez le choix avec le HSV, là, Hue Saturation Value, ou alors vous pouvez évidemment régler par rouge, vert, bleu. Et là, on peut se rendre compte qu'on peut régler, en général, on peut coder le rouge, vert, bleu sur 256 niveaux, ce qui veut dire que potentiellement, un écran peut donner jusqu'à 17 millions de couleurs. Alors, il faut savoir qu'à priori, on serait capable plutôt de distinguer 1 million, peut-être 2 millions de couleurs, pas plus. Donc, on a largement de quoi faire avec ce type de codage. Et après, une autre façon de coder la lumière, ça va être d'utiliser le diagramme de chromaticité qui a été proposé dès 1931 par la Commission internationale de l'éclairage, qui va permettre de donner à chacune des couleurs, alors des lumières émises, en fonction de la proportion de bleu, de rouge et de vert, de donner à chaque couleur une coordonnée X et Y. Donc voilà, donc là on arrive à quantifier, rationaliser un peu la couleur. Mais la couleur est encore un petit peu plus subtile que ça. Il y a d'autres phénomènes qui vont rentrer en jeu. C'est-à-dire que même si là, on voit qu'on a deux rectangles A et B qui sont exactement de la même, a priori de la même couleur, hein, en teinte, luminosité, saturation, etc. Et bien, en fait, quand on enlève le cache noir, on s'impressionne évidemment, quand on a un contexte différent pour ces deux carrés, à ce moment-là, on a des couleurs qui apparaissent, enfin qui au ressenti vont être complètement différentes. Alors là, vous trouverez plein d'exemples d'applications d'illusions d'optique de couleurs. Hein. Pareil, là, vous avez des boules qui paraissent vertes, rouges et bleues ou violettes. Et en fait, quand vous découpez des petits morceaux, donc là, comme j'ai fait avec les petits rectangles noirs et que vous regardez, en fait, toutes les boules sont exactement de la même couleur. Voilà, donc il y a énormément d'illusions d'optique. Donc c'est pour ça que définir les aspects colorés d'un objet, c'est extrêmement compliqué dans la suite de l'exposé. En fait, quand on va parler de vert coloré, c'est évidemment, on ne va pas s'attacher à la couleur en soi, c'est comment est-ce qu'on va être capable de modifier le rayonnement en rajoutant, en modifiant la composition du vert. Alors évidemment, le vert coloré, en coloré, je l'emploie au sens général du terme. Il y a plein d'exemples. Hein. On sait très bien que dans notre environnement, alors que ce soit pour de l'usage artistique, hein, on pense tout de suite, en général, quand on pense à vert coloré, on pense aux vitraux. Donc tout ce qui va être dans le domaine artistique, pour la bijouterie, etc., pour l'émail, pour recouvrir des objets. Et ensuite, il y a, donc ça, outre l'aspect artistique, il y a un aspect plus pragmatique, et en particulier pour protéger. Donc ça, c'est le rôle de la coloration, par exemple, pour les bouteilles ou pour les lunettes de soleil, hein, les lunettes de soleil qui vont être sombres pour protéger des UV du soleil, de la luminosité. Et puis il y a les bouteilles qui sont colorées parce que on a besoin de protéger le produit qui est à l'intérieur. Et donc, le produit nécessite de filtrer certaines longueurs d'onde, d'où le choix de la coloration. Et après, on va retrouver aussi des éléments d'architecture. Enfin, on peut utiliser ces verres colorés pour de l'habitation, etc. Donc, on voit à travers ces différentes images qu'on a un besoin important de pouvoir contrôler le plus finement possible, finalement, cette couleur, hein, soit pour protéger le plus efficacement le contenant, ou pour créer des nouvelles couleurs aussi, même au niveau artistique. Et typiquement, si on est capable de trouver un verre avec une nouvelle couleur, si c'est un procédé qui va être compliqué, à ce moment-là, la couleur qu'on va obtenir va perdre un peu de signification par rapport à sa teinte, mais elle prendra à ce moment-là une autre signification liée à la difficulté de sa réalisation. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est de faire un petit survol des différentes façons que l'on a de modifier donc, la couleur du verre. Alors, une coloration qui est assez peu utilisée, c'est qu'effectivement, on peut chauffer le verre. Quand on chauffe le verre, on a un rayonnement du corps noir. Donc, le verre va chauffer dans les tons de rouge, orangé, etc. Alors, évidemment, quand on revient à température ambiante, le verre va redevenir transparent. Mais au-delà de la boutade, la coloration du verre par rapport à ces aspects thermiques est quelque chose d'important parce qu'il va plus ou moins absorber. Donc, il va participer aux échanges thermiques. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur ce point-là, mais par contre, il y aura un séminaire qui sera donné plus tard sur les fours verriers. Donc, je pense que cet aspect sera abordé à ce moment-là. Après, on peut s'intéresser donc à chaque verre. Donc, chaque verre, alors quand on pense à verre, hein, en général, on pense aux verres de vitre, etc., qui sont transparents, mais il faut savoir que donc, les verres, ce sont des matériaux isolants qui ont donc une bande de valence pleine, bande de conduction vide, avec un gap entre les deux à combler. Dans le cas de la silice, le gap est important, donc effectivement, ça laisse passer toutes les longueurs d'onde du visible.
Par contre, quand on peut avoir des verres avec d'autres compositions, hein, les verres chalcogénures à base de soufre, de sélénium ou de tellure, qui, eux, vont avoir des gaps beaucoup plus petits et vont donc avoir des couleurs, ce qu'on pourrait appeler couleurs signature. Les verres à base de soufre vont être jaunes, les verres à base de sélénium vont être plutôt orangés, et les verres à base de tellure, qui ont un gap encore plus petit, ne vont pas du tout laisser passer les longueurs d'onde visibles, et donc vont être à ce moment-là complètement vont être noirs. Voilà. Donc, on va plutôt, alors dans la suite de l'exposé, on va plutôt s'intéresser aux verres transparents, hein, parce que si on veut modifier la couleur, évidemment, il vaut mieux partir de quelque chose de transparent. Alors, une des premières façons qu'on peut faire pour colorer le verre, c'est de s'attaquer à sa surface. Donc, on peut par exemple dépolir un verre par une gravure mécanique, chimique, etc., de manière à avoir un effet dépoli. Ou alors, on peut venir déposer à la surface de ce verre des couches de diélectrique, alors avec des indices de réfraction et des épaisseurs qui vont être choisis convenablement, de manière à pouvoir mettre en jeu des mécanismes d'interférence au sein de ces différentes couches diélectriques. Et on va donc, qui vont donc être utilisés comme filtres. Et donc, certaines longueurs d'onde vont être réfléchies, tandis que d'autres vont pouvoir passer à travers cette structure multicouche. Et donc, on va pouvoir avoir, par exemple, par ce biais-là, la création de filtres dichroïques qui vont réfléchir, par exemple, là, le bleu et qui vont laisser passer le jaune. Alors après, on peut s'intéresser. Alors, ah oui, alors la différence entre de modifier la surface ou le volume. Donc ça, c'est un exemple que j'ai pris dans le chapitre coécrit par Dominique Deligny. Je vous encourage vivement à le lire, hein, si vous vous intéressez à ces problématiques-là, qui est paru dans le Handbook of Glass. Donc on voit un verre à gauche qui a en fait, il y a un film qui a été appliqué à la surface du verre, et donc il a une coloration qui va être homogène, hein, constante, quelle que soit sur toute la hauteur du verre, et pourtant le bas du verre est beaucoup plus épais que le haut. Et à droite, on a un verre qui, lui, va être coloré dans la masse, et le bas du verre, lui, va être beaucoup plus foncé parce qu'on va avoir une absorption sur l'ensemble du bas du verre qui est donc beaucoup plus épais. Donc, si on regarde la loi d'absorption, la loi de Beer-Lambert, on a une dépendance, l'absorption, l'intensité absorbée dépend exponentiellement de l'épaisseur traversée. Alors, si maintenant on s'intéresse à la coloration dans le massif, on va avoir différents éléments. Alors, le premier élément, l'élément le plus utilisé, c'est évidemment tout ce qui va être les métaux de transition, le fer, le cobalt, etc. Alors ça, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que ça fera l'objet de la présentation juste après par Georges Calas. Je lui laisserai vraiment présenter tous ces aspects-là. Après, on a aussi les ions, les lanthanides, donc la fameuse ligne en bas là, du tableau périodique. Alors, il faut savoir que c'est une coloration qui est de fait plus récente. Déjà, d'un point de vue historique, il faut voir que la roche d'Ytterbia, qui a permis ensuite d'identifier ces ions de terrain, ces lanthanides, n'a été découverte qu'en 1794. Et il a fallu un siècle pour chimiquement être capable de séparer tous les éléments des lanthanides. Forcément, du point de vue chimique, on ne connaît ces éléments que depuis un siècle. Alors, quel est leur intérêt par rapport à la coloration dans les verres? Donc, c'est que si on regarde la configuration électronique de ces ions, donc, on voit qu'on a une couche 4F avec un N, le N correspondant au remplissage de la couche 4F au fur et à mesure des différents éléments. Donc, on a cette couche 4F, donc on peut avoir des transitions électroniques entre les couches 4F, et ensuite, on peut avoir une transition vers le premier niveau excité qui correspond au niveau 5D. Si maintenant on regarde la probabilité de présence des électrons dans ces différentes couches, on s'aperçoit que les électrons dans la couche 4F vont être écrantés. Alors là, ici, on a la probabilité de présence de ces électrons en fonction de la distance au noyau. Et on voit que les électrons 4F sont écrantés du champ cristallin, ce qu'on appelle donc de l'extérieur, par les électrons 5S et 5P. En revanche, les électrons 5D, eux, sont beaucoup plus... Alors, toutes ces couches-là ne sont pas remplies, les 6S, 5F. Et donc, les électrons 5D, eux, vont être beaucoup plus sensibles à l'environnement atomique, à l'environnement chimique. Et alors, ça se traduit pareil ici. Alors, on peut le voir sur ces spectres d'émission. On aurait le même constat sur les spectres d'absorption, hein. Donc, à gauche, on a les transitions, les spectres d'émission d'une transition 4F, 4F, et on voit chaque ligne de couleur correspond à un matériau différent.
que ce soit des oxydes, des tellures ou des fluorures, hein, donc des matériaux très différents. Et pourtant, on voit que quel que soit le matériau, au final, on a une bande d'émission qui est toujours à la même longueur d'onde. Ce qui va changer, c'est essentiellement la largeur à mi-hauteur, on va dire, pour faire simple. Par contre, pour les transitions 4F5D, comme les électrons 5D sont beaucoup plus sensibles à l'environnement, on voit que là, pour le coup, en changeant de matériau, on a une transition 4F5D ici du cérium qui va être énormément déplacée en fonction du matériau. On peut avoir une émission qui soit dans le violet, dans le bleu, le vert ou le rouge. Alors là, on a les différents diagrammes d'énergie. Alors en traits, donc les traits, la partie hachurée, ça correspond aux transitions 4F4F, hein, et on voit que en ce qui concerne le domaine du visible, hein, qui est matérialisé par le trait rouge et le trait violet, on a essentiellement, donc sont essentiellement les transitions 4F qui vont être sollicitées pour les absorptions dans le visible. Alors à droite, on a un zoom, hein, si vous voulez, sur ces différentes transitions. Et on a aussi donc les bandes noires qui correspondent aux transitions 4F5D. Alors là, c'est indiqué dans le cas d'un ion lanthanide présent dans un matériau fluoré. Donc, les transitions 4F5D sont repoussées plutôt vers les hautes énergies. Dans d'autres matériaux, elles pourraient être un petit peu plus basses. On a vu que, par exemple, pour la silice, on arrivait à avoir pour le cérium une transition dans le visible. Mais globalement, ce sont plutôt les transitions 4F4F qui sont utilisées. Donc, on a ici des exemples de coloration avec des ions de terre rares, rose, jaune, etc. Ce qui est notable, c'est que vous voyez les concentrations qui sont mises en jeu. On est à 1%, enfin plutôt même 5%, voire même du 40%. Donc, c'est des colorants on a besoin de mettre énormément de terres rares pour avoir une coloration appréciable de ces verres. Et alors, un effet qui est intéressant, c'est l'effet alexandrite. Alors, ça, c'est un exemple. Alors, ce verre-là, ces deux verres, je les ai pris dans la présentation de Jean-Jacques Ménil quand il était venu pour l'atelier Terre Rare à Nice en 2012. Et vous pouvez retrouver ces transparents sur le site de l'USTV. Donc là, on a deux verres avec des colorations a priori différentes. Pourtant, c'est le même dopage. Ces deux verres sont dopés avec du néodyme. Mais la différence, en fait, c'est la source d'éclairage. Dans un cas, à gauche, on a des lampes fluorocompactes. Et à droite, c'est lorsqu'on a un éclairage par des lampes à incandescence. Et là, on peut expliquer la différence. Quand on regarde les spectres, donc on a les spectres d'émission de ces lampes. Alors, dans le cas d'une lampe à incandescence, c'est le rayonnement type de corps noir. Hein, donc, on a toutes les longueurs d'onde qui vont être présentes et qui vont nous donner cette sensation de blanc, alors un blanc un petit peu jaunâtre. Alors que dans le cas des lampes fluorocompactes, on va avoir à ce moment-là une sensation, une émission blanche, mais qui est essentiellement liée par une recomposition d'émissions bleues, vertes et rouge-orange. Et quand on regarde le spectre en bas, on a le spectre d'absorption du néodyme, et on voit que ce spectre d'absorption peut avoir des résonances avec certaines des raies émises par les lampes fluorocompactes. Et donc, à ce moment-là, si on absorbe préférentiellement certaines raies émises par les lampes fluorocompactes, on comprend qu'on va déstabiliser la couleur blanche initiale et donc favoriser une différence de couleur au final dans de perception de ces différentes colorations. Alors, les ions luminescents, je vous ai dit, les lanthanides ne sont pas des très bons colorants, mais par contre, leur intérêt, c'est qu'ils sont capables de réémettre de la lumière. Donc, on a en bas un exemple avec du terbium dopé, donc un objet en verre dopé avec du terbium, et quand on l'excite avec des UV, on voit qu'il est capable de réémettre de la lumière. Alors, ça peut avoir un intérêt artistique, mais surtout, le gros intérêt, c'est que c'est tous les verres d'amplificateurs, laser, etc., qui vont pouvoir être utilisés grâce au dopage des ions de terre rare. Alors, un autre ion qui peut être utilisé aussi, c'est l'uranium. C'est pour les verres qu'on appelle vaseline, donc ils vont donner une coloration jaune verdâtre. Et pareil, sous excitation UV, ils vont être aussi luminescents. Donc après, alors là, on est plutôt sur une absorption au niveau des atomes. On va passer à une dimension un peu plus grande. On parle maintenant de nanoparticules, des nanoparticules métalliques. On va mettre en jeu les placements de surface, donc les excitations collectives des électrons. Et cette excitation collective va conduire à une absorption préférentielle qui va, donc dans une certaine longueur d'onde, qui va dépendre de la taille et de la forme de ces nanoparticules.
Donc, les exemples classiques, nanoparticules de cuivre, hein, avec la bouteille de Fahrenheit, ou des nanoparticules d'or ou d'argent, ou alors l'alliage, comme dans le cas de la coupe de Lycurgue, hein, qui nous permet de voir en transmission cette émission rouge liée au placement de surface, et par contre, en réflexion, on a cette coloration verte par diffusion de lumière. Alors après, nanoparticules métalliques, on a aussi les nanoparticules d'oxyde qu'on va obtenir par séparation de phase. Et là, on va jouer sur des mécanismes de diffusion de la lumière. Donc, on voit ici, c'est une préforme de fibre optique, et on voit que le cœur contient des nanoparticules. À gauche, on a des particules qui sont relativement petites, et à ce moment-là, on va mettre en jeu des mécanismes de diffusion de lumière qui sont de diffusion type relais, donc très dépendants de la longueur d'onde, hein, en 1 sur lambda 4, d'où le bleu étant préférentiellement diffusé, c'est le bleu du ciel. Et lorsque les particules sont à ce moment-là plus grosses, on est plutôt dans des régimes de diffusion type Mi qui sont beaucoup moins dépendants de la longueur d'onde, et donc on a une diffusion qui va être blanche. Et ça nous permet d'obtenir soit des verres d'opale ou alors des verres plus blancs qui vont être intéressants pour les implants dentaires. Enfin, on peut aussi irradier donc, les verres pour modifier la couleur. On voit ici un cœur de préforme, donc à base de silice. Le cœur contient de l'aluminium et de l'ytterbium. Et on voit que sous irradiation X, donc une irradiation ionisante, on a ici photo-noirci le verre, enfin radio-noirci. Et ce qui se passe, c'est que ces radiations ionisantes en fait, conduisent donc il y a un électron qui passe de la bande de valence à la bande de conduction, qui vont pouvoir se piéger sur des pièges à électrons ou des pièges à trous, et ces différents pièges vont avoir des bandes d'absorption qui se tombent dans le visible. Alors après, ça va dépendre évidemment de la composition du matériau. Donc voilà l'ensemble de ce qu'on peut utiliser pour modifier la coloration. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est, jusqu'à maintenant, on a posé la question, on voit ce que la couleur a apporté au vert. Alors maintenant, c'est de renverser la question, c'est qu'est-ce que le vert a apporté à la couleur. Et là, en fait, il a apporté quelque chose de très important. Alors, je vais rapidement, pour finir, rappeler les expériences de Newton. Hein, donc, 1666, il a 24 ans, donc tout jeune doctorant, on va dire. C'était pas doctorant, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une certaine résonance avec l'actualité, parce que quand il a réalisé ses expériences, il y avait la grande peste qui sévissait à Londres, et donc il a dû se retirer, donc se confiner dans la campagne anglaise et donc il a réalisé ces expériences-là. Alors, on a cette image d'Épinal où il est face à cette dispersion des couleurs par rapport à réalisé avec le prisme. Alors, ce qu'il en reste pour nous, il reste le terme de spectre, parce qu'en voyant arriver ces couleurs un peu de façon fantomatique sur son mur de projection, il les a appelés, voilà, le côté fantomatique, il a décidé d'appeler ça un spectre, donc le mot nous est resté. Mais la dispersion en elle-même, en fait, n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui avait déjà été observé depuis l'an 1000 par Lasagne, par exemple. En fait, la vraie nouveauté, c'est comment il va interpréter la formation et les couleurs. Donc, en fait, les couleurs, à ce moment-là, c'est l'interprétation qu'on a pour l'origine des couleurs, c'est ce qui est donné par Aristote, donc depuis 2 siècles. C'est comme quoi le blanc est pur, et la lumière acquiert sa couleur en passant à travers la surface d'un objet, et c'est donc une diminution de luminosité de ce blanc qui va conduire à la couleur. Donc on a le jaune qui est un peu moins lumineux que le blanc, etc., jusqu'au bleu qui lui est très peu lumineux. Donc les couleurs sont classées essentiellement par rapport à leur luminosité, pas par rapport à leur teinte, et chaque couleur est une dégradation, donc est impure par rapport au blanc qui lui est pur. Et ce que va donc comprendre en fait l'expérience cruciale de Newton, c'est lorsqu'il refait une deuxième dispersion, donc sa première dispersion par un prisme qui lui permet d'obtenir la dispersion des couleurs. Et après, il dessine donc 5 diaphragmes, parce qu'à ce moment-là, il ne voit que 5 couleurs. Et après ce diaphragme, quand il disperse la couleur, enfin quand il refait passer cette couleur à travers un prisme, il s'aperçoit que la couleur n'est pas remodifiée, il n'y a pas de nouvelle altération. Et donc il comprend que la lumière est bien une couleur est pure, et que le blanc en fait est quelque chose d'impur dans le sens où il est recomposé de l'ensemble des couleurs. Donc 1666, voilà, il voit les 5 couleurs. C'est à partir de 1672 qu'il propose les 7 couleurs, les fameuses 7 couleurs de l'arc-en-ciel en rajoutant l'orangé et l'indigo. Et son traité d'optique paraît en 1704, c'est-à-dire en gros 40 ans après sa découverte. Voilà, donc ce qu'il fait, c'est qu'à partir d'une lumière
polychromatique avec son élément en vert, il arrive à obtenir une seule longueur d'onde. Et alors, juste pour finir, donc maintenant, en fait, on est capable de faire l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'on part maintenant d'une longueur d'onde. Et si on pense aux générations de supercontinuum, on est à partir d'une seule longueur d'onde. On est capable, au final, d'obtenir à nouveau un arc-en-ciel. Alors évidemment, pour ça, il faut mettre en jeu des effets non linéaires, c'est-à-dire l'unité, hein, on va parler en gigawatts par centimètre carré. Le Soleil, c'est plutôt 0,1 watt par centimètre carré, et même avec une loupe, comme avait pu le faire Newton, on arrive à multiplier par 1000, mais on n'est pas dans les densités de puissance surfacique suffisantes pour observer les effets non linéaires. Voilà donc pour le petit tour d'horizon de vert et couleur, enfin voir le vert en couleur. Et mais maintenant, je laisse la parole à Georges pour entrer plus dans les détails sur, on va dire, sur les couleurs et les structures. Bonjour, donc cette deuxième partie donc, de l'exposé de notre vision de la couleur des verres va s'attacher plus particulièrement à des aspects structuraux et chimiques au travers du rôle que jouent les éléments de transition dans cette coloration. Donc c'est un travail collectif de l'équipe vert de l'IMPMC depuis de nombreuses années sur le domaine. Donc la couleur des verres se voit dans tous les domaines d'activité de cette profession. Donc ça peut concerner aussi bien les verres, comme à droite ici, les verres fonctionnels pour l'isolation thermique des bâtiments, comme on le voit avec cette tour géante d'Abu Dhabi, 63 000 mètres carrés de double vitrage, c'est évidemment très significatif. On le voit au travers du verre qu'on appelle le verre plaisir, le verre de décoration, avec cette pâte de verre qui montre justement un objet avec différentes couleurs. D'un point de vue flaconnage, donc au niveau flaconnage, eh bien, ça va être la protection des aliments, la protection des médicaments, donc c'est un rôle aussi très important. Et puis enfin, donc la couleur des verres est utilisée depuis très longtemps par l'homme. Donc ce qu'on voit ici, par exemple, le pectoral de Toutankhamon qui est ici, eh bien la partie centrale, c'est du verre de Libye, c'est un verre naturel qui est probablement un verre d'impact que l'on trouve dans la zone entre la Libye et l'Égypte. Et enfin, bon, par exemple, les fabrications verrières du début du 1er siècle, donc dans la région de Saintes, où vous voyez la diversité et la diversité en forme et en couleur des objets qui étaient utilisés à cette époque. Un des plus beaux objets, donc en verre coloré, sont représentés par les vitraux médiévaux. Donc voici par exemple la Sainte-Chapelle qui représente de loin l'ensemble vitré ancien le plus important, donc 700 mètres carrés. Donc c'est évidemment bien moins que la tour d'Abu Dhabi, mais on était quand même au XIIIe siècle. Donc en quelques années, donc les constructeurs ont pu mettre en place une très grande surface de vitraux que l'on peut voir, et on devine à peine l'architecture en pierre, tellement la place du verre est importante. Alors, la coloration des verres liés donc, aux éléments chimiques qu'ils contiennent, on peut la résumer au travers des éléments de transition. Donc, il a déjà parlé notamment du rôle des terres rares, qui sont très importants aussi pour les colorer. Les éléments de transition ont été utilisés de tout temps pour colorer les verres. Donc, c'est lié en partie à la grande diversité aussi des couleurs que l'on peut obtenir. Donc là, ici, il y a deux exemples, comme le nickel dans des verres silicatés, où on voit que l'on peut avoir des colorations très variées en fonction de la composition chimique, de même que pour le cobalt dans les verres boratés. Et donc, ça va être un début de cet exposé, de nous montrer comment la structure locale autour des éléments de transition va conditionner la couleur du verre final. Donc, c'est du coup une excellente illustration des relations structure-propriété dans les verres, qui, comme vous le savez, est un domaine important de réflexion et d'action, de réflexion au niveau de la recherche académique et d'action au niveau de la profession. Les éléments de transition peuvent être en effet considérés comme des indicateurs colorés de l'organisation structurelle des verres, notamment de leur structure locale autour des éléments de transition. On a une vision qui est très myope, on est vraiment centré autour de l'environnement local de l'élément de transition, mais on a des informations très originales qui vont être obtenues en analysant justement ses propriétés optiques.
Et il faut évidemment, à partir de ces données, trouver une cohérence avec l'environnement, avec la structure moyenne des vers, en fait, tel qu'on va pouvoir le déterminer au travers des différentes méthodes structurales qui feront l'objet de différents webinaires donc l'an prochain. Donc à la fois approche directe structurale et modélisation numérique. Et en fait, ce qu'on veut mieux connaître, c'est ce qu'on appelle la spéciation, c'est-à-dire à la fois le degré d'oxydation et l'environnement structural de ces éléments de transition qui vont justement amener les propriétés intéressantes de coloration. Donc cet environnement structural, pour commencer, donc on redit que l'environnement structural des éléments dans les vers est un environnement qui est contraint, qui est bien défini. Ce n'est pas du tout une vision aléatoire comme on peut l'avoir dans certains modèles de type Zachariasen. Donc on voit par exemple ici, dans le cas du chrome trivalent dans un verre disilicate, NS2, un verre disilicate de sodium, on voit le spectre optique ici qui est en haut à gauche. Ce spectre optique peut être donc montre deux bandes d'absorption avec ici donc la fenêtre de transmission qui donne justement la couleur verte du verre. Et les deux grandes bandes d'absorption peuvent être modélisées sans problème avec une forme gaussienne. C'est tout à fait la forme qui est attendue donc pour un site qui est régulier. On n'a pas d'éclatement des niveaux électroniques. Et ce qui est intéressant, c'est que la largeur de ces bandes n'est pas tellement plus large, n'est pas tellement plus grande que ce que l'on voit dans les minéraux. Donc, on a réellement, effectivement, un site qui est bien défini avec des structures fines qui sont intéressantes à étudier et qui, elles aussi, nous disent que l'on a un environnement régulier autour de ce chrome trivalent. Et au niveau structure, on fait la spectroscopie, par exemple, d'absorption X, spectroscopie EXAFS, au seuil K du chrome, et on obtient une seule contribution. Donc là aussi, cette contribution n'est pas dédoublée, elle est bien définie et nous montre donc une couche de voisin à environ 2 angstroms. C'est tout à fait la distance que l'on observe sur le chrome en impureté, le chrome trivalent en impureté dans les cristaux. Une grande diversité de sites, c'est un petit peu la morale de la vision que l'on a maintenant de l'ensemble des éléments de transition dans de nombreux verres. On a des sites qui sont en général de faible coordinance, donc on a notamment donc les tétraèdres, donc ça c'est coordinance qu'on connaît bien dans les verres, mais qui est tout à fait appréciée par de nombreux ions de transition, que vous voyez mentionner justement ici. On a également des sites qui sont octaédriques. Alors, ceux-là sont beaucoup plus rares. Alors, on a parlé du chrome 3+, donc c'est vrai que ce chrome 3+, ce chrome trivalent est tout à fait destiné à aller en coordination octaédrique à cause des effets de champ cristallin. C'est la plus forte préférence de sites octaédriques des ions de transition. Ceci dit, les autres octaèdres que l'on connaît sont plutôt des octaèdres distordus. Ça, c'est l'effet Jahn-Teller, donc de distorsion statique des sites qui vont gagner au niveau énergétique au travers de cette distorsion. Donc ça, c'est associé à une configuration électronique particulière. Il s'agit par exemple, du manganèse trivalent ou du cuivre divalent. Donc des degrés d'oxydation d'éléments de transition qui sont très fréquemment utilisés dans les verres. Et enfin, une coordinance que l'on rencontre dans de nombreux cas, c'est la coordinance 5, les sites pentacoordonnés qui concernent le nickel, qui concernent le cobalt aussi, et le fer sous ces deux degrés d'oxydation divalent et trivalent. Et du coup, la question, c'est quelle est la signification de ces coordinances 5 qui sont retrouvées maintenant dans beaucoup de constituants des verres, donc l'aluminium évidemment, mais également le silicium, même s'il s'agit de faibles concentrations. C'est une coordinance qui est très importante à mettre en évidence pour imaginer la dynamique de ces milieux fondus. Et on pense qu'effectivement, c'est un effet de frustration d'octaèdre, qui est le site octaédrique est traditionnellement plutôt affectionné par ces éléments de transition, notamment le nickel, là aussi à cause des effets de préférence de champ cristallin, mais qui est quand même moins forte que pour le chrome trivalent, et le fer sous ces deux degrés d'oxydation de plus et 3+. Et donc, ce sera un effet de frustration avec donc le 6e voisin qui vient de partir
ou qui n'est pas encore arrivé. Donc, c'est ce que montre donc, cette flèche, justement, de ce que l'on voit donc, dans les verres, donc image trempée de ces milieux fondus dynamiques. Cette coordinate 5, on va la retrouver par exemple dans les simulations numériques, donc par exemple ici un verre des Dambergite, CaFeSiO6, où vous avez donc du fer ferreux, qui se trouve ici en coordinate 5 et qui partage des arêtes. Donc ça, c'est très intéressant. On reparlera tout à l'heure. Justement, ces partages d'arêtes sont très intéressants parce qu'ils vont permettre, lorsque l'on a 2 degrés d'oxydation différents dans ces sites, ils vont nous faciliter des transferts de charge intervalence. Et ces transferts de charge qui sont autorisés vont donner des transitions intenses, qui sont autorisés d'un point de vue électronique, vont nous donner des colorations intenses et amener une coloration très sombre des verres dans lesquels on les retrouve. Et enfin, la coloration, puisqu'on est quand même toujours sur la coloration, donc c'est cette propriété-là que l'on veut regarder, eh bien, le fait que l'on ait une coordinate 5, ça va nous amener des colorations originales au travers de ces coordinates originales. C'est par exemple le cas du nickel, une couleur brune du nickel que vous voyez ici en haut à gauche. Et ce nickel en coordinate 5, donc ici c'est une dipyramide trigonale, hein, vous avez les 3 voisins avec les 3 voisins dans le plan et puis un voisin de chaque côté. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que très souvent, par rapport aux équivalents cristallisés dans lesquels le nickel se trouve en coordinate octaédrique, hein, ce qui est le cas ici, on est dans un cristal qu'on appelle le niopside, hein, avec un N, c'est comme le diopside, mais avec du nickel, eh bien, vous voyez que les fenêtres de transmission que l'on trouve dans le cristal correspondent à des bandes d'absorption dans le verre. Et donc, il n'y a pas de doute, ce n'est pas du tout une différence dans le champ cristallin. De toute façon, ce ne serait pas cohérent avec les autres données structurelles que l'on a. Et donc montrant justement l'importance de cette coordinate 5 et des pigments d'ailleurs ont été développés à partir de cristaux qui viennent de la cristallisation donc de ces verres à coordinate 5 et qui conservent dans l'état cristallin, dans certains cas, comme ici un borate de lithium-magnésium, cette coordinate 5 pour développer des pigments bruns qui ne sont pas faciles par ailleurs, en dehors des oxydes de fer, qui ne sont pas faciles à obtenir. Alors le fer, on va regarder un peu plus en détail le fer parce que c'est une importance majeure à la fois en sciences, en technologie et au niveau des sciences de la Terre, hein, notamment. Et donc ce fer qui est regardé depuis longtemps, il est encore mal compris parce que on n'a pas regardé de près ses propriétés, notamment ses propriétés optiques. On est resté sur des interprétations qui étaient très qualitatives. Alors, voici d'abord, pour commencer, l'influence du degré d'oxydation. Donc, ce que l'on voit, c'est un exemple très classique pour justement pour les équilibres chimiques dans les verres. On voit un point isobestique ici, et qui se trouve ici, donc en plein dans la fenêtre de transmission, cette fenêtre de transmission dans le verre. Et lorsqu'on compare donc des verres oxydés totalement réduits et intermédiaires, c'est-à-dire fondus à l'air libre, eh bien, on voit qu'effectivement, on va avoir cet effet de rotation autour du point isobestique, hein, et donc un équilibre chimique entre le fer ferreux d'une part et le fer ferrique d'autre part. Lorsqu'on regarde de plus près donc, ce spectre, on réalise tout de suite que l'intensité de la transition associée au fer ferreux est beaucoup plus grande que celle associée au fer ferrique, hein, puisqu'on est à peu près à 20% de fer ferreux seulement. On voit que son intensité est pourtant beaucoup plus importante que celle du fer ferrique. C'est lié au fait que le fer ferrique ne peut avoir que des transitions interdites de spin, puisque vous avez vos 5 électrons sur les 5 orbitales. Donc la situation est bloquée au niveau des spin et vous ne pouvez que faire des transitions en inversant le spin, ce qui évidemment va donner des probabilités beaucoup plus faibles, contrairement à ce que l'on a dans le fer ferreux où on a un 6e électron qui lui est spin down, donc qui peut avoir les transitions normales. Donc les spectres optiques ne sont pas une indication immédiate en tout cas du redox. Le problème avec le fer ferreux dans les verres, c'est que la bande d'absorption est large, comme on vient de le voir. Alors sur ce diagramme-là, qui est inversé donc par rapport au précédent, mais c'est pas grave,
on a l'échelle, donc on la voit bien. Donc on est ici, on arrive dans le spectre visible. Et ici, on est dans le proche infrarouge et on voit que par rapport à l'ensemble des cristaux qui montrent du fer ferreux en coordination octaédrique, qui en gros absorbent vers 1 micron, avec des distorsions de site qui vont amener des transitions qui vont monter jusqu'à 12 000 cm-1 à peu près, c'est-à-dire 800 nanomètres. Et on voit que le fer ferreux dans les verres va beaucoup plus loin, et c'est lié au fait qu'il se trouve dans une autre coordinance, qui est la coordinance 5. Et cette coordinance 5, en fait, c'est elle qui est très importante pour maîtriser dans le vitrage, dans les verres fonctionnels de façon générale, les effets d'absorption qui vont justement amener donc une absorption dans le spectre visible et qui vont donc limiter l'utilisation de concentrations trop importantes de fer, parce que ça se ferait au détriment de la transmission dans le spectre visible. Donc on voit qu'effectivement ces aspects structuraux vont gouverner les possibilités d'utiliser ces éléments de transition dans les verres fonctionnels. Alors, l'idée que l'on a, les scénarios structuraux que l'on a autour de ces éléments colorants, donc par exemple, il y en a un qui est très joli, hein, qui concerne les verres d'Acmit, hein, NaFeSiO6, dans lequel donc l'ensemble du fer est trivalent. Ces verres ont une coloration très sombre, vous voyez, on est marron sombre à noir, et c'est lié au fait que l'on a des transferts de charge. Ces transferts de charge ne sont pas très sélectifs donc en termes de longueur d'onde dans le cas des verres, donc on va avoir une absorption relativement constante chez les spectres visibles. Alors, ces transitions donc, de transfert de charge vont se faire grâce à des sites qui partagent des arêtes, comme vous voyez ici, par exemple, donc 2 sites de coordination 5 qui partagent des arêtes et sont liés au fait qu'il n'y a pas que du fer trivalent dans ces verres, contrairement aux cristaux. Dans les verres, on va avoir une partie du fer minoritaire, mais quand même, qui se trouvera sous forme divalente. Et donc, on va avoir de fortes chances que dans ces sites, on ait les sites qui sont associés par arête, hein, on ait un des sites qui soit occupé par le fer ferreux et l'autre par le fer ferrique. Et donc, c'est ça qui va influencer la couleur et donner cette coloration particulièrement intense. Alors, c'est ce que l'on voit encore plus exagéré dans les verres volcaniques. Donc, ça, c'est le cas des obsidiennes, dans lequel on a le plus important au niveau de la coloration se trouve ici. Ce sont la présence de clusters à base d'oxyde de fer. Ce ne sont pas des cristaux. On ne visualise pas à cette échelle-là de clusters réellement avec la microscopie électronique. On est sur des verres qui sont relativement dilués. Et donc, on voit des clusters qui nous montrent une augmentation de l'intensité absorbée à basse température, tel que vous le voyez ici. C'est un phénomène que l'on connaît peu en fait dans les verres synthétiques et qui traduit le fait que lorsque ce verre s'est mis en place, eh bien, le refroidissement lent a permis justement la formation de ces clusters, donc la mise en ordre, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, de domaines enrichis, donc en fer ou en fer titane, dans ces clusters à valence mixte. Alors, la dépendance en fonction de la couleur, c'est un point qui a de tout temps passionné les personnes qui travaillent sur les verres, hein. C'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les effets chimiques, les effets visuels plutôt, sont souvent spectaculaires. Vous voyez ici 4 exemples, nickel, cuivre, cobalt et uranium, et que dans les 4 exemples, la variation en fonction notamment de la concentration en alcanin va conditionner de façon drastique la couleur du verre final. Donc, on se doute bien qu'il y a une origine structurale derrière ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de bien comparer les cas entre eux. Donc, le premier exemple que je prends, c'est l'exemple d'un verre dans lequel on a un élément de transition qui ne se trouve que dans un seul site. C'est le cas du chrome. Donc, c'est dans le cas du chrome, on va effectivement, si on joue sur la basicité optique, on voit par exemple qu'on va voir changer donc l'énergie de champ cristallin, c'est-à-dire la première transition optique vers le prochain infrarouge qui va, se déplacer de façon continue et progressive en fonction de la basicité optique. Ici, on a des verres aluminosilicatés, vous voyez, multicomposants qui
qui représentent des compositions de verre naturelles qui ont été simplifiées. Et donc, on a une visualisation raisonnable avec la basicité optique, alors qu'en revanche, dans le cas de verre binaire, eh bien, on voit que le champ cristallin est indépendant de la concentration, par exemple en alcalin, et que c'est la nature de l'alcalin qui le conditionne. Donc, on a une discussion entre la basicité optique moyenne qui représente une vision moyenne du verre et la vision locale liée au chrome. On aurait les mêmes questions sur, par exemple, les verres pseudo-calciques. Est-ce qu'un chrome dans un verre pseudo-calcique représente la moyenne entre chrome dans un verre sodique et calcique? Et ce n'est pas exactement le cas. Alors, dans le deuxième cas, les effets de variation de composition chimique vont jouer sur le fait que l'élément de transition se trouve dans deux sites différents qui coexistent. Par exemple, dans le cas du nickel, on a du nickel en coordination 5, mais on a aussi une partie du nickel qui est souvent en coordination 4 et qui va donner donc ces transitions ici qui vont donner, lorsqu'elles sont majoritaire, la couleur violette comme la vert du nickel. On va donc avoir un équilibre entre les deux coordinances qui va changer en fonction de la concentration en alcalin et en fonction de la nature de l'alcalin, surtout. Ça fait exactement comme pour le chrome, en fait. On n'est pas très, très sensible dans ce cas-là, dans le cas de ces verres binaires, à la concentration totale, en fait, comme on a un nickel qui est en trace. C'est vraiment la disponibilité de ces alcalins à courte échelle, à courte distance, qui va être important. Donc, la proportion de nickel tétraédrique augmente avec la taille de l'alcalin. Et donc, on voit ici, donc, les verres au césium et au rubidium vont montrer les plus fortes proportions de nickel tétraédrique par rapport au nickel en coordination 5. C'est ça qui va nous donner cette variation de couleur entre les verres sodiques ou les verres lithiques qui sont bruns et les autres verres qui vont être bleus, voire même violets, avec des gros alcalins. Donc ça, c'est lié au fait que les grands alcalins vont jouer le rôle de compensation de charge pour le nickel tétraédrique. Il y a quand même deux charges de déficit, donc il nous faut une compensation de charge de façon impérative. Et c'est beaucoup plus simple avec un gros alcalin qu'avec un petit alcalin. La couleur va aussi dépendre de la température. Lorsqu'on peut regarder un verre à haute température, comme par exemple ici un verre borosilicaté qui contient du chrome. Donc ça, c'est le verre vert tel que vous l'avez à température ambiante. Lorsque vous le sortez du four, lorsque vous le chauffez, même à vers 300, 400 degrés, eh bien, vous voyez la couleur qui change. Elle est ici d'un beau jaune. Évidemment, c'est totalement réversible. Et lorsque vous enregistrez les spectres à haute température, on observe ici aussi un point isobestique, c'est-à-dire que l'on est sur un équilibre entre un déplacement. Donc ça, ce sont les lois d'Urbach. On est dans le proche ultraviolet. Donc le front d'absorption optique qui se déplace vers le visible, donc en montant la température, en même temps que la bande de champ cristallin du chrome, qui est ici, qui se déplace vers le proche infrarouge. Donc ça va nous amener un déplacement de la fenêtre de transmission entre donc ce que l'on observe dans le vert ici à température ambiante et ce qui va petit à petit se déplacer vers le jaune dans le cas du verre chaud. Donc, sachant encore une fois que c'est réversible. Donc, l'intérêt de ça, c'est de nous permettre de calculer le coefficient d'expansion des sites. On voit que ces coefficients d'expansion, donc on est toujours dans des valeurs voisines de 15 à 20, 10-6 par Kelvin. Et ces coefficients d'expansion thermique sont peu variables donc en fonction de la composition chimique. Donc, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que le chrome a son propre comportement. Et ce qui est intéressant en revanche, c'est de le comparer avec le coefficient d'expansion thermique moyen, le coefficient of thermal expansion, le CTE, du verre, et on voit que ça n'a absolument aucun rapport. C'est-à-dire que même dans des verres qui ne montrent pratiquement pas d'expansion thermique, ce que l'on a sur certains borosilicates, eh bien, avec donc des valeurs aussi faibles que 10.6 tout simplement, eh bien, le chrome continue à avoir la même expansion de site locale, donc même dans ces verres qui, macroscopiquement, ne vont pas montrer d'expansion thermique. Donc c'est intéressant pour, encore une fois, disjoindre ces effets locaux avec les effets moyens pour bien montrer qu'une structure de verre, ce n'est pas simplement l'addition de processus locaux, mais ça correspond aussi à l'interaction entre ces différents scénarios.
Et donc, comme tout à l'heure avec la composition, là, on avait un seul site. Si on considère les ions de transition, il y a deux sites, comme par exemple le nickel, eh bien, on revient à des specs que l'on a déjà vus, c'est-à-dire, par exemple, ici, le nickel. Donc là, on est avec une échelle en longueur d'onde, donc on est dans le proche UV et on est dans le visible. Donc là, on a le spectre d'absorption optique classique du nickel dans un verre avec du nickel en coordinate 5 majoritairement. Et donc ça, c'est dans le verre chaud. Et lorsqu'on monte la température, eh bien, on va avoir augmenté progressivement la proportion de nickel tétraédrique jusqu'au borate fondu. Et donc ça c'est intéressant parce que c'est effectivement, là aussi, c'est réversible. Ça nous montre une différence locale donc, entre le verre et le liquide. Le liquide favorisant donc au travers probablement d'une diffusion des alcalins, favorisant la coordinance 4 du nickel. Donc les alcalins pouvant diffuser facilement vont pouvoir jouer le rôle de compensateur de charge autour du nickel tétraédrique. Voilà, donc on arrive à la fin de ce parcours, donc de ce survol des propriétés optiques et des propriétés structurelles de ces éléments de transition. Ce qui est un peu sous-jacent à l'ensemble de l'exposé, c'est l'intérêt, l'importance qu'il y a à coupler donc les méthodes, les approches que l'on utilise, qu'elles soient expérimentales ou qu'elles soient numériques, qu'elles soient locales avec différentes méthodes optiques ou spectroscopiques de façon plus générale, ou qu'elles soient structurales, mais à condition d'avoir une sélectivité chimique. Et il existe beaucoup de questions, effectivement. Petit à petit, on est de plus en plus sensible aux effets à moyenne distance, aux effets de ce qui va se passer derrière les premiers voisins. Donc ça implique notamment des mesures à température variable et un peu plus de besoin de mieux connaître ce qui se passe derrière les voisins pour tenir compte notamment des effets des liaisons entre sites et des interactions entre deux éléments de transition qui pourraient être proches voisins. Donc, et ces processus d'interaction entre les éléments de transition, eh bien, c'est ce qui est développé sur le troisième point. Ce sont ces couplages électroniques, ces couplages magnétiques qui vont exister, que l'on peut mettre en évidence directement donc, que l'on peut mettre en évidence directement au travers de mesures à température variable. Voilà. Et donc, malheureusement, on ne sait toujours pas prédire la coloration d'un verre, mais on peut au moins quand même en discuter un petit peu l'origine. Voilà, et juste un dernier point, parce que 2021, ça va être l'inauguration de la Cité du Vitrail, donc c'est l'intérêt qu'il y a actuellement sur les verres colorés médiévaux, donc au travers de différentes actions. Et donc ça, c'était par exemple le cas de l'étude des vitraux de la Sainte-Chapelle, où il a été montré que ces verres bleus étaient faits dans des conditions tout à fait spécifiques pour que le fer ferreux renforce la coloration liée au cobalt et qu'en fait, il n'y avait pas de cuivre. Le cuivre n'intervenait pas dans cette coloration. Voilà, mais je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Georges, pour cette présentation. Wilfried, oui. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, colorer un verre de façon locale, à une échelle peut-être millimétrique ou moindre? Est-ce qu'il y a des façons de faire ça, avec des nanoparticules, des terres rares, enfin des choses dont tu as parlé, par exemple, dans ta présentation? Oui. Après, si on arrive à contrôler la dispersion des nanoparticules, effectivement, on va arriver à contrôler plus localement la couleur. Ça, c'est une façon de contrôler spatialement à partir des éléments, on va dire, colorants. Après, une autre façon de faire, ça pourrait être aussi de jouer, par exemple, avec des lasers, comme tu le fais, et tout ce qui va être photo-inscription, on va pouvoir venir sélectivement irradier une zone dans le verre et donc arriver à des colorations qui vont être à l'échelle millimétrique. D'accord, merci. Bon, donc je n'ai pas l'occasion pour l'instant de pouvoir poser des questions à Georges, qui, je pense, s'est déconnecté et va peut-être se reconnecter. Donc, j'ai une question ici. Donc, on me demande comment fonctionnent éventuellement donc, les verres photochromes ou photochromiques. Alors, les photochromes, alors ce qu'on va faire, c'est qu'avec une irradiation,
On va à ce moment-là, c'est le principe d'ionisation, ce que j'ai montré tout à l'heure avec l'ionisation, c'est-à-dire qu'on va avoir un électron qui va aller, un centre qui va être ionisé, qui va relâcher donc un électron typiquement, et cet électron va aller sur un autre centre, et le centre à ce moment-là, ce nouveau centre, va être capable d'absorber, d'avoir une nouvelle bande d'absorption liée à le fait qu'il y ait cet électron qui soit arrivé en plus. Et donc, ça va donner lieu à ce changement de couleur. Donc, soit c'est un photochromisme qui peut être stable dans le temps, c'est ce qu'on peut vouloir rechercher, ou au contraire, on peut s'arranger aussi pour que le centre ce soit un piège assez peu profond thermiquement, ce qui permet par exemple dans les lunettes de soleil de revenir en arrière dès que on a une luminosité qui diminue. À ce moment-là, on peut revenir à un vert qui soit moins sombre. Donc après, tout dépend des applications. Alors, on passe la main, Monsieur le Président. Merci. De l'USTV. Merci Mathieu, merci à Georges Callas, Wilfried Blanc et également aux exposés précédents sur l'altération. Merci à tous pour votre participation. Nous avons actuellement chaque fois pour l'instant pour les 3 webinaires plus de 100 personnes qui ont été présents. Un grand merci à vous tous. Et le nombre de visions en replay est relativement important puisque tous les webinaires sont disponibles sur le site USTVR. C'est maintenu par Gérald Lelong qui fait un travail remarquable. Un grand merci pour lui, puisque dans quelques heures, vous aurez ce séminaire disponible que vous pourrez regarder. Les prochains webinaires, on continue en 2021 jusqu'au 2 juillet. Ce sera toujours tous les 15 jours de 13h à 14h. Et le premier, ce sera le 15 janvier sur la structure des verres vue par RMN, par Dominique Massiot, Thibaut Charpentier. Le 29 janvier, ce sera les fibres de verre avec Thierry Robin de X-Blue et Wilfried Blanc. Et puis le 12 février, ce sera l'impression 3D par Ronan Le Boulanger et puis Marie-Lise Schapper du CERFAF. Donc, à tous de bonnes fêtes pour la fin d'année au nom de l'USTV. Et puis, on se retrouve le 15 janvier, si vous le voulez bien. Et n'hésitez pas à aller sur le site de l'USTV. Vous pouvez aussi faire passer le message que le prix de thèse de l'USTV est ouvert. Les doctorants ont jusqu'au 31 janvier pour déposer leurs thèses et leurs manuscrits et rapports. Et les remises des prix se feront lors des journées du verre en novembre, 17, 18 et 19 novembre 2021 à Rennes. Un grand merci à tous et bonne fête au nom de l'USTV.